everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Alors vous avez dû le voir, de toute façon je pense que c'est la situation mondiale. Ici c'est compliqué, on ne peut pas dire que les bonnes nouvelles s'enchaînent, bien au contraire. Il va falloir serrer les dents pendant un certain temps jusqu'à quand on ne sait pas, mais je vous avoue... C'est mardi, j'ai l'impression que c'est vendredi, je suis au 36e en dessous de tout ce qui me tombe un petit peu. Encore une fois, je parle de moi, mais je sais que je suis loin d'être la seule, alors ne vivez pas ça comme une complainte, c'est juste plutôt un état des lieux, un état de fait. Parce que là, heureusement que j'ai cette chaîne, heureusement que ça représente ma petite parenthèse enchantée, parce que sinon ça fait belle lurette que j'aurais tout lâché. Parce que, bon, ben on rentre dans le dur. En même temps, on le savait. Petit disclaimer aussi, je fais un petit test parce que certains d'entre vous, sous ma dernière vidéo, se sont plaints de la qualité du rendu visuel de ma vidéo. Alors, vous me direz cette fois-ci si c'est mieux, si c'est pas mieux. Je fais mon possible, mais en même temps, c'est pas là, avec tout ce qui se passe, avec les tarifs, etc. C'est pas demain la veille que je vais pouvoir changer la caméra, mes amis. Alors n'hésitez pas à me donner des conseils pour améliorer, si ça vous pose un problème, le rendu visuel de mes vidéos, parce que soit j'ai des tips, soit vous allez devoir avoir cette qualité d'image jusqu'à ce que les situations s'améliorent pour tout le monde. Alors cette semaine, 3 faits troublants, explosifs et soigneusement sous-médiatisés ont attiré mon attention. 3 événements qui en disent hyper long sur l'état du monde. Un jeune scientifique traité comme un terroriste pour avoir collectionné les éléments de la nature. Oui, oui, oui. Un lanceur d'alerte retrouvé mort juste après avoir dénoncé les dérives d'une des plus grandes intelligences artificielles du monde. Et enfin, un objet mystérieux libéré en orbite par des satellites russes sans aucune explication. Hasard ? Incompétence ou plan global bien huilé, c'est ce que nous allons voir. Bienvenue les amis dans les 3 activités insolites de la semaine. Des faits bien réels et à vous de choisir ce que vous en faites. Alors asseyez-vous confortablement, thé, café, soda, popcorn, attachez vos ceintures, on y va, c'est maintenant et ça va décoiffer. Allez go! Sans perdre de temps. Oh, regardez qui vient nous voir, Madame Duchesse. Oh, j'ai l'impression qu'elle est plus active le mercredi que le dimanche. En même temps, ça a du sens. Bien que vous le savez, j'enregistre ma vidéo du dimanche, soit le jeudi, soit le vendredi. Mais là, on dirait que Madame Duchesse est de retour back on track pour nous accompagner avec nos actualités clés en main. Donc, info numéro 1, il voulait juste compléter le tableau périodique. Oui, oui, mais aujourd'hui, malheureusement, il risque 10 ans de prison ferme. Nous sommes à Sydney, en Australie, août 2023. Emmanuel Lydon, 24 ans, est un jeune homme sans histoire, passionné de science, collectionneur de timbres, de billets de banque et de pièces rares. Et depuis peu, il a lancé une nouvelle collection, la collection d'éléments chimiques. Tous les éléments chimiques, y compris les plus rares, les plus instables, les plus interdits. Alors sa faute, avoir commandé un minuscule échantillon de plutonium depuis un site scientifique américain. Pas caché, pas dissimulé, son nom, son adresse, tout était clair. Il voulait vraiment juste le petit échantillon de plutonium uniquement pour le mettre dans son petit tableau périodique. Mais au lieu d'un simple avertissement, ce à quoi on se serait attendu, attention, on le garde à la douane, une tape sur les doigts, monsieur, vous n'avez pas le droit de posséder du plutonium, et c'était terminé. Eh bien non, il a eu droit, écoutez bien ça, à un déploiement militaire digne d'un film d'espionnage. Douane, pompiers, police, ambulanciers, ils étaient tous là, des forces spéciales pour un passionné de chimie. Son avocat l'a récemment dit très clairement, ce n'était pas un terroriste, c'était un geek, un garçon isolé qui se rassurait en collectionnant. Il aurait pu collectionner les cartes Pokémon, il a choisi le tableau périodique. What the big deal? Mais les autorités australiennes ne l'ont pas vu du tout sous cet angle. Aujourd'hui, Emmanuel Lydon est sans emploi. Il travaille dans un fast-food en attendant son procès comme un criminel. Le 11 avril,
donc dans 2 jours, dans 3 jours, il saura s'il passe les 10 prochaines années derrière les barreaux uniquement pour avoir voulu collectionner les éléments du tableau périodique. Mais alors, moi, vous allez me dire, ok, bon, ça, ton info, elle est rigolote, mais de là à la traiter. Oui, parce que moi, tout de suite, quand j'ai lu ça, moi, je me suis dit tout de suite, alors là, mon ami, ça soulève un lièvre. Posons-nous la question qui dérange. Pourquoi donc Emmanuel Liden est-il traité comme un danger public, tandis que Bill Gates, pour ne citer que lui, peut se vanter publiquement de posséder un tableau périodique complet, y compris les éléments les plus radioactifs, sans jamais avoir été inquiété par la justice. Le mec, toutes les 2 interviews, il est tellement fier de son tableau périodique qu'il en parle. Oui, vous avez bien entendu, il s'agit encore de Bill Gates, le même homme qui finance des recherches sur la modification du climat, qui détient des brevets sur la manipulation génétique et qui investit massivement dans des technologies de contrôle global. Eh ben, lui possède tous les éléments, y compris le plutonium. Et ça ne semble déranger absolument personne. Et ça commence à être vraiment gênant. Parce qu'autant vous dire que j'ai ouï dire que ça se passait de plus en plus avec des graines. Oui, des graines de plantes, des graines de fleurs, que maintenant une personne lambda n'est plus en droit de posséder. Alors était-ce une question de sécurité, les amis, ou une question de statut? Ma question est purement rhétorique. Liden n'a pas les bons contacts, les bonnes affiliations, c'est pour ça que lui, il risque 10 ans de prison quand il y en a un qui peut se gargariser d'avoir tous les éléments sans que personne ne bronche? Ou bien y aurait-il de poids, de mesure, selon que l'on fasse partie de l'élite ou du peuple? Et surtout, pourquoi un échantillon microscopique de plutonium dans un colis anodin déclenche-t-il un tel branle-bas de combat? Alors qu'en coulisses, d'innombrables projets, bien plus dangereux, eux, avancent en toute discrétion, financés par des milliards et protégés par l'impunité. Ce que cela confirme, cette info, et c'est pour ça que je voulais absolument revenir dessus, c'est la preuve que, selon moi, Bill Gates n'est pas seulement un milliardaire, et que ce petit fait divers le confirme. C'est un membre des sphères les plus fermées du pouvoir mondial. Il siège à des tables où se décident les orientations sanitaires, technologiques, éducatives, climatiques et scientifiques de la planète entière. On le sait, et je sais que la plupart d'entre vous sur cette chaîne le savent, et qu'on n'a plus à le prouver, qu'on n'a même plus à en discuter. Mais comme l'intérêt, c'est de véhiculer des vérités et d'éveiller les consciences du plus grand nombre, j'estime que ce fait divers et la façon dont il a été traité, en le mettant en parallèle avec justement ce Bill Gates qui, dans la même dynamique, se vante, lui, de posséder un tableau périodique, met bien en exergue cet état de fait. Parce qu'il n'y a que dans ces cercles-là où posséder tous les éléments du tableau périodique, y compris les plus radioactifs, ce n'est pas un crime, c'est un privilège, un droit réservé. Un droit qui n'a rien à voir avec la science et tout à voir avec le contrôle. Contrôle de la connaissance, contrôle des matières premières, contrôle de ceux qui cherchent à comprendre ce qu'on leur cache. Parce que dans ce système, les citoyens curieux sont dangereux. Un homme qui tente de reconstituer le tableau périodique chez lui est une menace. Pas à cause du plutonium, mais parce qu'il ose franchir une limite invisible, celle qui sépare le droit de savoir du droit de dominer. Et si la vérité, les amis, c'était que ces substances comme le plutonium ne sont pas interdites parce qu'elles sont dangereuses, mais plutôt parce qu'elles sont stratégiques, parce qu'elles font partie d'un jeu qui échappe au commun des mortels, un jeu réservé à ceux qui détiennent les clés de la technologie quantique, des armements secrets, de la bio-ingénierie et de l'avenir de l'humanité. La question n'est donc pas pourquoi Emmanuel Liden est-il puni, mais la vraie question est: que voulait-il vraiment découvrir? Et surtout, pourquoi l'empêche-t-on de le faire? Parce que ce soit clair, ce que cette affaire révèle, ce n'est pas seulement l'absurdité bureaucratique, c'est le visage d'un monde où la curiosité scientifique devient un crime, tandis que le pouvoir, lui, se permet tout. Et pendant qu'on empêche un passionné de chimie de manipuler quelques milligrammes de matière radioactive, d'autres, là-haut, placent des objets en orbite dont on ignore tout. Eh bien oui, vous allez voir, car pendant que la justice s'acharne au sol, la guerre semble se préparer dans le silence glacé de l'espace. Et on passe tout de suite à notre info numéro 2. Quelque chose vient d'être lâché dans l'espace.
et personne ne sait ce que c'est. En effet, le 18 mars dernier, un objet inconnu est apparu en orbite terrestre. Aucune annonce, aucun communiqué, aucun avertissement. Rien, sauf une coïncidence troublante. Quelques semaines plus tôt, 3 satellites russes, baptisés Cosmos, avaient été lancés depuis le cosmodrome militaire de Plestek. Des satellites discrets, silencieux, qui ont passé leur temps à effectuer des opérations de proximité autour d'autres satellites. Des manœuvres subtiles, techniques, stratégiques, comme s'ils observaient, comme s'ils cherchaient quelque chose ou préparaient quelque chose. Et puis soudain, dans l'immensité de l'espace, voilà ce nouvel objet, libéré dans le vide spatial, non identifié, non déclaré. Alors qu'est-ce que c'est? Une arme? Un leurre? Un test de technologie anti-satellite? Un module espion déguisé en équipement scientifique? Une balise pour marquer des cibles orbitables? Personne ne sait et la Russie ne dit absolument rien. Silence total. Et déjà, c'est flippant, surtout dans les configurations géopolitiques actuelles. Mais ce qui glace le sang, c'est que c'est loin d'être un cas isolé. Ces dernières années, la Russie, les États-Unis et la Chine mènent chacun leur mission secrète dans l'espace hors de tout cadre transparent. On parle de satellites tueurs, de systèmes d'aveuglement par laser, de technologies capables de neutraliser un satellite ennemi à distance, de programmes d'armement orbital dont le public n'a même jamais entendu parler. L'espace, censé être un territoire neutre, est devenu clairement, les amis, depuis un certain temps, un théâtre d'opérations militaires invisibles. Une guerre froide 2.0, mais à 500 km au-dessus de nos têtes. Une guerre où les satellites sont les soldats et le silence est l'arme la plus dangereuse. Jusqu'à présent, aucun conflit armé officiel n'a eu lieu dans l'espace, mais à voir l'agitation là-haut, ce n'est peut-être plus qu'une question de temps. La première attaque spatiale pourrait déjà avoir été testée, simulée, ou voire même, selon certains, dissimulée. Alors posons-nous, me semble-t-il, une question bien légitime. Et si cette guerre avait déjà commencé sans qu'on nous le dise? Parce que pendant qu'on regarde la Terre, certains ont l'air clairement de jouer au domino avec les étoiles. Et ça, moi, je trouve qu'on devrait de plus en plus être focus sur ces actualités qui nous présentent forcément comme anodines, mais qui en recèlent beaucoup plus que ce qu'on veut nous faire croire. Et aussi, mais tout en restant vigilant, parce que comme vous allez le voir, pendant que tout le monde regarde le ciel, et justement avec tout ce qu'on nous balance là, OVNI, UAP, des classifications d'objets volants, etc., personne ne voit ce qui se passe dans les couloirs feutrés de la Silicon Valley. Oui, encore la Silicon Valley, parce que notre drame s'est joué en toute discrétion dans la Silicon Valley. Et cette fois, ce n'est pas un satellite qu'on a abattu, mais peut-être bien un homme qui savait trop de choses. Et c'est notre info numéro 3. Un jeune ingénieur brillant, ancien employé d'OpenAI, est retrouvé mort dans son appartement. Alors l'histoire, à proprement parler, ne date pas de hier. Rappelez-vous, novembre 2024, San Francisco, un jeune homme meurt, tire à la tête, l'enquête est rapidement classée. Il se serait ôté la vie lui-même. Le mot qui signifie s'ôter la vie soi-même, je dirais S parce que YouTube le strike pour une raison que j'ignore, allez comprendre, donc je peux pas le dire, mais vous avez compris. Mais ses parents ne croient absolument pas une seule seconde à cette version et ils vont dépenser plus de 100 000 $ pour tenter de prouver qu'on l'a bel et bien assassiné. Voici l'histoire de Sushir Balaji, lanceur d'alerte dans l'intelligence artificielle qui aurait payé de sa vie pour avoir dit la vérité. Sushir Balaji, 26 ans, est un ancien prodige de l'université de Berkeley, engagé par OpenAI en 2020. Il travaille sur les versions avancées de GPT-4, moteur de l'intelligence artificielle commercialisé comme ChatGPT. Mais en 2022, il commence à douter. Il découvre que les données utilisées pour entraîner les modèles violent massivement les droits d'auteur, la vie privée et les règles éthiques de la recherche. En août 2024, il claque la porte. Il publie un long texte sur son blog, puis parle au New York Times et devient officiellement un lanceur d'alerte.
Le 22 novembre 2024 à 19h30, les caméras de son immeuble montrent Sushir récupérant un plat DoorDash. Il est détendu, il a ses écouteurs dans les oreilles, il est souriant. Quelques jours plus tard, son corps est retrouvé, à moitié allongé dans sa salle de bain, une balle dans le crâne, du sang partout, une scène chaotique. La police parle de S. Mais alors, pourquoi 2 radiologues détectent-ils 2 projectiles dans sa tête et aucune plaie immédiatement mortelle? Pourquoi y a-t-il du GHB dans son sang? Pourquoi son arme est propre, sans sang ni résidus autour de sa plaie? Pourquoi ses cheveux sont-ils arrachés, son genou blessé, sa langue déchirée? Et surtout, pourquoi une personne en pleine réussite, sans antécédents dépressifs, s'apprêtant à lancer une start-up, se serait ôté la vie juste après être devenu un témoin clé dans une plainte du New York Times contre OpenAI et Microsoft? Microsoft, hein, Kill Bill, t'es encore là, t'es toujours là. En plus, c'est pas les seules choses étranges autour de ce fait divers. Caméra de l'ascenseur et du garage désactivée. Voisin jamais interrogé. Entrée verrouillée, oui, mais l'appartement semble avoir été fouillé, comme si on cherchait quelque chose à faire disparaître. La deuxième autopsie que les parents ont réussi à obtenir à force de cris et d'insistance révèle une fracture de la pommette, des lacérations internes inexpliquées, un tir qui n'a pas traversé le cerveau et une possible lutte avant la mort. La scène est si chaotique que le professeur Disney Rao, médecin légiste indépendant, affirme « Cela ressemble à une scène de meurtre, rarement à une scène de quelqu'un qui a voulu sauter la vie ». Balaji aurait été en possession de preuves internes compromettantes sur OpenAI. Il venait d'être contacté par l'Associated Press pour une interview quelques jours seulement avant sa mort. D'ailleurs, les parents ont été hyper choqués lorsque le téléphone a sonné juste après le décès de leur fils et que justement, c'était ce fameux journaliste qui n'était absolument pas au courant que Balaji était mort et qui souhaitait poursuivre une interview qui, selon lui, était une bombe à retardement. Ses parents, du coup, ont eu la confirmation de ce qu'ils pensaient déjà, qu'il s'apprêtait à révéler davantage et que, clairement, quelqu'un l'a fait taire. L'affaire prend alors de l'ampleur, des théories émergent sur les réseaux sociaux, des experts s'interrogent. Et même Elon Musk, ennemi déclaré de Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, réagit publiquement. Il a dit « Cela ressemble clairement à un S ». Autant vous dire que c'est plus qu'inquiétant. La famille Balaji continue de se battre. Elle poursuit la ville de San Francisco en justice. Elle exige la transparence sur cette histoire. Et elle refuse d'enterrer le corps tant que la vérité n'aura pas été dite. C'est pour ça qu'ils reviennent sur le devant de la scène à base de grosses déclarations cette semaine. Sushir Balaji est-il mort pour avoir dénoncé ce qu'il savait? Était-ce une élimination déguisée ou un enchaînement tragique de coïncidences? Tragique de coïncidence, j'y crois pas une seule seconde. Une chose est sûre, trop de choses ne collent pas, trop de preuves ont été écartées et trop d'intérêts sont en jeu. Je reste sur le dossier, je pense qu'il va y avoir beaucoup de révélations autour de ce fait divers que certains jugent anodin et qui pourtant en dit tellement long sur le monde dans lequel nous vivons. Vous l'avez compris, 3 histoires, 3 réalités, 3 symptômes d'un monde qui ne veut plus qu'on cherche, qu'on sache ou qu'on en parle. Un jeune collectionneur transformé en ennemi d'État, un objet libéré dans l'espace sans explication, un ingénieur brillant retrouvé mort sans enquête sérieuse. La question n'est plus est-ce que c'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils essaient de nous faire oublier en nous montrant autre chose. Car chaque fait caché cache en vérité un autre fait. On est en train d'évoluer dans une époque assez formidable. Et chaque silence, dites-le-vous bien, est une stratégie. C'est pour ça que les amis, il faut s'abonner sur ma chaîne, il faut partager les vidéos qui suscitent l'interrogation. Il faut arriver à faire réaliser aux gens qu'on nous cache beaucoup plus que ce que l'on croit. Et qu'à minima, ils s'interrogent enfin sur les informations qu'on leur donne sans plus d'investigation ni de travail de fond que ça et qui sont pourtant tellement révélateur ces faits de la vérité qu'on tente de nous dissimuler. Alors je le répète, abonnez-vous, oui les petits nouveaux, abonnez-vous parce que l'intérêt de cette chaîne c'est d'avoir une grosse communauté pour justement s'interroger tous ensemble et véhiculer des vérités.
Pour m'aider, n'oubliez pas les autres, on like, on commente, on partage, c'est hyper important, ça m'aide beaucoup au niveau de l'algorithme. Et enfin, ouvrez les yeux, car la vérité ne se livre jamais en une fois. Elle se construit pièce par pièce. Et ça, c'est ce que ma chaîne essaie de démontrer depuis maintenant 5 ans. Voilà, ce sujet est fini. Je suis désolée, je l'aurais voulu plus long, mais comme vous l'avez compris, j'ai eu des galères en début de semaine. J'espère que ça va s'arranger pour vous, pour moi, pour tous, pour le monde. Mais en attendant qu'on se retrouve dimanche, parce que je reviens dimanche avec un sujet, vous allez voir, moi qui m'a fasciné, mais pour vous donner un indice, on est toujours dans la dynamique déclassification de dossiers de fous malades. Et vraiment, ce dossier-là, vous allez voir, il prouve beaucoup de choses. Je vous en dis pas plus. Alors en attendant qu'on se retrouve dimanche, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.